Bien, bonjour à tous. Si vous le voulez bien, nous allons commencer de sorte à ne pas prendre de retard sur la session et sur les conclusions. Je m'appelle Fabienne Glovax et donc je vais présider cette séance, cette dernière séance qui a un intérêt tout particulier parce qu'elle va permettre le croisement de différentes disciplines, sciences forensiques, droit et dimension éducationnelle. Alors nous avons comme pour première oratrice Madame Elsa Suppiot qui va faire un exposé. Alors je vous propose comme pour les autres sessions que les exposés se succèdent mais que nous afin que nous puissions avoir un petit temps de questions quand même en fin de session avant les conclusions de Mme Blavier. Voilà, merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Elsa Suppiot, je suis juriste, contrairement à ce que pourrait laisser croire l'intitulé de mon intervention, et j'ai beaucoup travaillé en tant que juriste sur les tests génétiques en matière médicale, mais aussi en matière forensique, qui est ce qui va davantage nous occuper. Je vais essayer de faire très bref et de vous brosser un peu à grands traits à quoi ça sert, la génétique, dans une recherche notamment de l'auteur de violences sexuelles et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement l'utiliser dans les circonstances qui nous occupent plus particulièrement de violences sexuelles en conflit armé. Alors l'ADN, c'est un outil relativement récent qui a montré son efficacité. Vous en avez sans doute tous entendu parler. Les plus connus sont les empreintes génétiques. La grande force de l'ADN, c'est qu'on est tous porteurs. Tout être vivant est porteur d'ADN. On a tous un ADN différent, même s'ils se ressemblent profondément. Et on peut donc identifier les individus par comparaison entre leur ADN et une trace retrouvée sur un lieu, avec des taux de certitude qui avoisinent les 99%, 98%. Donc c'est relativement fiable. L'utilisation de l'ADN, elle s'inscrit dans un principe assez ancien, développé par Edmond Locard en 1910, selon lequel schématiquement... Oh, pardon, en fait, je n'appuie pas sur le bon ordinateur depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Selon lequel, schématiquement, tout auteur d'une infraction laisse derrière lui sur la scène de crime des traces de son passage, qu'il convient donc de collecter et d'analyser pour réussir à l'identifier. Les tests génétiques et les empreintes génétiques en particulier ont été utilisés très largement pour les crimes sexuels et en particulier les viols, puisque à l'époque où elles ont été développées, les préservatifs n'étaient pas très courants et donc il y avait souvent sur les victimes du sperme, mais on peut collecter d'autres éléments, j'y reviendrai, comme des cheveux, de la salive, etc., etc. Je vous le disais, pour pouvoir utiliser efficacement ces empreintes, il faut pouvoir collecter la trace sur la victime ou sur le lieu de l'infraction et ensuite pouvoir la comparer, ce qui a donné lieu au développement de grandes banques de données ADN. Sans doute la plus célèbre d'entre elles, c'est le CODIS aux États-Unis. En France, c'est le FNEG. Et le FNEG a été créé initialement par la loi de 98 qui est relative, et ce n'est pas négligeable, à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle. Donc on est bien à l'origine sur la lutte contre les agressions sexuelles et on voit bien que c'est la répression, mais c'est aussi la prévention, puisque l'idée c'était que les auteurs de ces infractions sont souvent pluridélinquants et donc les avoir fichés permet de les retrouver plus facilement par la suite. Alors aujourd'hui, le FNEG en France comprend des empreintes de manière beaucoup plus large, puisque les raisons pour lesquelles on peut être enregistré dans le FNEG ont été considérablement élargies par différentes réformes. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, étant précisé que le fichier français n'est pas le plus gros, aujourd'hui le FNEG compte 3 millions de profils génétiques, ce qui représente à peu près 5% de la population française. Sachant que 75% des personnes qui sont fichées sont des mis en cause, et donc a priori innocentes, enfin présumées innocentes, 18% sont des personnes condamnées et 7% sont des traces inconnues, sachant qu'il y a des doublons, de sorte que la Cour des comptes nous dit qu'en réalité, il n'y aurait que 2,2 millions de profils différents dans la banque. Alors, cette technique des empreintes, c'est la plus connue. Vous avez des exemples, le modèle code-barre anciennement utilisé, et puis des profils génétiques tels qu'ils sont réalisés plutôt aujourd'hui. Mais il y a d'autres utilisations possibles de l'ADN aujourd'hui, ce qu'on appelle la recherche en parentèle, où vous ne retrouvez pas la personne dans le fichier, mais vous allez élargir votre recherche en réduisant le nombre de correspondances pour identifier des personnes qui sont susceptibles d'être apparentées, soit les parents au sens propre, les pères et mères, soit les enfants d'une personne qui a été fichée ou dont l'ADN a été collecté à l'occasion de l'enquête.
Il y a également, dernière évolution en la matière, le développement du portrait génétique, où là vous faites une analyse un petit peu différente de l'ADN. Vous allez chercher à faire ressortir de l'ADN certaines caractéristiques physiques de la personne, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux, la forme de son nez, de son front, l'existence de taches de rousseur, la largeur du front, les oreilles, la taille, enfin tout un tas d'éléments. Dans le cadre de cet exposé, on va plutôt se concentrer sur les empreintes génétiques qui sont plutôt celles qui seraient utiles dans un premier temps, en tout cas dans le contexte qui nous intéresse. Alors, est-ce qu'il est possible d'utiliser les empreintes génétiques, l'ADN, dans des contextes de conflit ? Ça a déjà été fait, mais pour l'identification de victimes décédées. Ça a été fait en Colombie, ça a été fait aussi à Santiago de Chili. Dans les deux hypothèses, c'était le Comité international de la Croix-Rouge qui était intervenu grâce à un mandat sur le fondement de la Convention de Genève et qui a fait intervenir des équipes pour collecter des échantillons ADN sur les cadavres et essayer d'identifier ces personnes. Donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt de savoir si ça pourrait être utilisé pour la répression, voire pour la prévention des viols, plus particulièrement, et plus généralement des agressions sexuelles. La difficulté, c'est que la mobilisation en justice, mais même au cours de l'enquête de la preuve ADN, suppose une grande fiabilité de l'expertise, donc une traçabilité de l'échantillon et de sa conservation. Comme je suis juriste, je vais à nouveau vous faire une petite présentation en deux temps. On vous a parlé du tropisme des juristes français. Et je vais commencer par vous dire quelques mots du prélèvement et de la conservation des échantillons, avant de vous parler de l'éventuelle exploitation des échantillons qui sont collectés. Alors au stade de la collecte, ça pourrait paraître une difficulté, mais qui ne me semble pas insurmontable. La collecte d'échantillons sur des victimes de viol, elle est le plus souvent réalisée par des médecins qui accueillent les femmes et les enfants qui ont été victimes pour d'abord les examiner, apporter les soins nécessaires, mais aussi collecter un premier panel d'indices. Et on l'a vu dans l'exposé notamment du docteur Mukwege, c'est déjà ce qui est fait, puisqu'il y a des photos qui sont faites à cette fin-là notamment. Il existe des kits. Mais au-delà de ça, les prélèvements sont relativement classiques. Il s'agit de prélèvements vaginal, s'il y a des taches de sperme qu'on va rechercher sur le corps à différents endroits, ce que je vous ai présenté. Il peut également s'agir de prélèvements de cheveux, de poils. Si la victime s'est défendue et a pu griffer son agresseur, ça peut être d'aller rechercher sous ses ongles de la peau de l'agresseur. Si l'agresseur l'a mordu, on va rechercher aussi des traces de salive à l'endroit de la morsure. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut collecter ces traces ADN sur les vêtements. Et évidemment, il faudra collecter un échantillon d'ADN de la victime pour pouvoir, s'il y a des mélanges entre l'ADN de la victime et l'ADN de l'agresseur, distinguer l'ADN de la victime de l'ADN de l'agresseur. Une grande difficulté qui pourrait apparaître, c'est le moment du prélèvement. On l'a vu, les victimes, dans le contexte qui nous intéresse, se présentent au médecin souvent après 72 heures, enfin 72 heures après plus de 72 heures après l'agression. Ça pourrait paraître dirimant, d'autant qu'il est recommandé évidemment de réaliser les prélèvements le plus rapidement possible après l'agression. Plus les prélèvements ont lieu tôt, plus il y a de chances que les échantillons collectés soient exploitables et soient de bonne qualité. Pour autant, les recommandations qui interviennent dans des pays comme la Belgique ou la France sont de faire les prélèvements même au-delà des 72 heures, même si là, on sait qu'il pourrait y avoir une dégradation. Donc la question, ça va être l'exploitation des traces qui vont être retrouvées, l'existence des traces. Mais si la victime ne sait pas ou peut laver, il reste encore probable de trouver quelque chose sur elle. Et en ce qui concerne les tissus, les traces biologiques qui ont été imprégnées dans les tissus, si les tissus n'ont pas été lavés, là, l'exploitation, théoriquement, elle peut être réalisée n'importe quand dans le temps, parce que l'ADN est quand même un élément biologique très stable. Donc ça, c'est un élément qui me semble assez intéressant et qui rend finalement la collecte des échantillons vraisemblable, possible matériellement. D'autant que la conservation n'est pas très compliquée. D'une manière générale, la conservation consiste à mettre les échantillons au sec. C'est tout.
Une petite remarque qui soulèvera plein d'objections, et j'en suis consciente, et c'est quelque chose de délicat, mais si la femme est tombée enceinte suite à l'agression sexuelle, il est aussi possible d'envisager l'identification de l'auteur de l'agression par l'ADN de l'enfant, puisque l'enfant est porteur pour moitié de l'ADN de sa mère et pour moitié de l'ADN de son père. Or, vous l'avez vu, le principe de la recherche en parentèle, c'est de faire des recoupements pour identifier indirectement une personne par son lien de filiation. Ça peut être fait, bien entendu, après la naissance de l'enfant, mais ça peut être fait aussi pendant la grossesse, puisqu'on peut faire ça sur les cellules circulantes du fœtus dans le sang maternel. Quant à l'utilisation ponctuelle, l'utilisation d'une manière générale, c'est là où les choses se compliquent. Une fois qu'on a le prélèvement, il faut l'analyser. Et là, il va falloir avoir, bien entendu, un laboratoire compétent pour réaliser l'expertise, qui est une expertise relativement onéreuse. Une comparaison d'ADN coûte une centaine d'euros. À l'heure actuelle, c'est des coûts qui sont en chute libre. Et puis, il va falloir un élément de comparaison, parce que si on n'a pas d'élément de comparaison, l'échantillon reste creux, en quelque sorte. En ce qui concerne la réalisation de l'analyse, il semble que sur place, il sera difficile d'avoir les technologies et les techniques suffisantes pour réaliser l'analyse, mais une collaboration serait tout à fait envisageable, soit avec un laboratoire étranger, soit dans le cadre d'une procédure internationale, puisque évidemment le procureur auprès de la CPI, par exemple, pourrait tout à fait diligenter ce type d'expertise, soit dans d'autres types de collaboration avec, je pensais par exemple au mécanisme d'enquête indépendant qui a eu lieu à Myanmar. Après, on pourrait imaginer une utilisation plus systématique qui, elle, aurait une dimension préventive. Un certain nombre des agresseurs sont des agresseurs institutionnels en quelque sorte, c'est-à-dire que ce sont des acteurs étatiques, militaires ou police. Un exemple, en RDC en 2018, il a été estimé que sur 1049 cas de violence, 308 étaient imputables à l'armée et à la police. Si toutes les personnes, les militaires et les policiers voyaient leur ADN systématiquement recueilli, alors on aurait un fichier qui permettrait la comparaison. Vous voyez bien que c'est très théorique, ça l'est de manière logistique en termes de coûts, de mise en place, mais ça l'est aussi juridiquement et socialement, puisque même dans les pays occidentaux, cette possibilité qui a été sollicitée est fermement rejetée par les militaires et les policiers en question. J'en viens à ma conclusion. Donc finalement, c'est une technique qui est très puissante, qui pose un certain nombre de questions au cours du procès en tant que tel. Ça, on pourra en discuter si on a quelques minutes à la fin, qui est une autre question, puisque là, moi, je me suis placée vraiment plutôt dans le stade de l'enquête et des possibilités de preuve. C'est une technique qui est puissante, mais ce n'est pas la panacée, parce qu'elle doit être resituée dans son contexte, parce qu'elle suppose aussi un dispositif important. C'est une technique qui est onéreuse. Et ça, c'est quand même son gros point faible dans le contexte qui nous intéresse, mais qui reste envisageable d'un point de vue théorique, ou en tout cas, on peut mettre en place les premiers éléments qui permettraient son utilisation et qui peut-être favoriseraient la répression, voire même la prévention de certaines de ces agressions sexuelles. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour cette ouverture par rapport aux sciences forensiques, l'étude des traces qui ouvre des avenues intéressantes tout en soulevant des questions éthiques qui, j'imagine, font partie des limites. Alors, nous allons avoir maintenant un exposé de Madame Adizé Issa Ousseni du Canada sur les défis pour l'éducation de la jeune fille en Afrique. Merci. Bonjour. Alors, je veux vous parler de violences sexuelles en milieu scolaire et d'autres obstacles non moins importants à la scolarisation de la jeune fille en Afrique. Et ces obstacles constituent de véritables entraves à la réussite scolaire de la jeune fille, réduisant ainsi fortement leurs opportunités futures d'insertion socio-économique, impactant par là négativement sur le développement socio-économique des États africains. Alors, les obstacles, les violences sexuelles en milieu scolaire sont
un obstacle presque invisible, mais pourtant fréquent à l'endroit de la petite et de la jeune fille, parce qu'elles sont présentes à tous les niveaux d'enseignement, du primaire au supérieur. Et les violences dont les filles sont victimes, et les violences dont les filles sont victimes peuvent être commises sous différentes expressions. Elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques, à l'exemple des châtiments corporels, ou et sexuels, à l'exemple des abus sexuels, tentatives d'abus sexuels, le sexe transactionnel notamment. Les lieux où se déroulent ces violences sexuelles sont divers. À l'école, dans les salles de classe vides avant ou après les cours, dans le lieu à haut risque, les toilettes, dans les dortoirs. Ça peut être également en dehors de l'école, sur le chemin de l'école. Alors, dans les transports en commun, les bus, les taxis, ou à pied, lors de la traversée des brousses et autres lieux inhabités, notamment en zone rurale, ou en période de conflit ou post-conflit, le risque d'agression sexuelle est très élevé sur le chemin de l'école. Parmi les auteurs, citons les enseignants, mais plus fréquemment les élèves masculins, mais également d'autres adultes parmi le personnel de l'établissement. Au Cameroun, par exemple, selon un rapport de 2014 sur l'éducation des filles, Plan France estime que 30% des violences sexuelles subies par les filles en milieu scolaire sont exercées par des élèves masculins, contre 13,7% perpétrées par des enseignants. La même tendance s'observe au Ghana et en République centrafricaine, 42,2% des violences sexuelles, 42,2% de garçons inscrits dans les établissements secondaires en Bangui ont reconnu s'être livrés à des violences sexuelles dans les établissements et aux alentours des écoles. Alors, en période de conflit ou post-conflit, des agents des forces de l'ordre, des agents des forces armées, de la police, des acteurs étatiques ont également été impliqués dans des affaires de violences sexuelles. Mais elles émanent également de groupes terroristes, à l'exemple de la tactique des enlèvements perpétrée par le groupe terroriste le Boko Haram au Nigeria, où des jeunes filles et des femmes sont enlevées, engagées dans des mariages forcés ou comme esclaves forcés. Les violences sexuelles en milieu scolaire ont des implications psychosanitaires très graves sur la jeune fille. La dimension psychologique a été beaucoup évoquée hier. Alors, d'un point de vue psychologique, elles vont provoquer un sentiment de honte, de perte de confiance en soi, de repli sur soi. D'un point de vue sanitaire, elles sont exposées à des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles, des grossesses précoces, et elles peuvent avoir des séquelles suite à cet acte sexuel violent. Alors, cette agression va influer sur son résultat scolaire qui sera médiocre. Elle va développer un désintérêt pour l'école. Et toute cette situation va se conclure par un abandon de sa scolarité, soit de son propre chef, soit par une exclusion de la part de l'établissement ou par un retrait de la part de la famille qui estime qu'une longue scolarisation serait finalement contre-productive. En ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles, la lutte juridique contre les violences sexuelles, alors en application des dispositions internationales et régionales auxquelles ils sont partis, les États africains ont prévu, mais très souvent dans des dispositions générales telles que les lois portant institution du code pénal, les lois portant protection de l'enfance ou le code des personnes et de la famille, ils ont prévu des peines allant de 5 à 20 ans pour les agressions sexuelles, avec pour certaines législations cependant un alourdissement de cette peine lorsque l'infraction est commise sur un enfant en dessous de 13 ans. À l'exemple des articles 284 à 285 du Code pénal nigérien, qui alourdissent la peine dans ce cas d'une peine d'emprisonnement de 15 à 30 ans, évidemment assortie avec des amendes. Ou à l'exemple de l'article 348 de la loi portant protection de l'enfance en République du Bénin, qui dispose que les peines encourues sont portées à la réclusion de 15 à 20 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA si le viol est le fait du père, du tuteur ou de toute personne exerçant une autorité sur l'enfant, donc en l'occurrence l'enseignant.
Mais sur le terrain, de nombreux obstacles entravent encore une lutte effective contre les violences sexuelles en milieu scolaire, indexant en premier le manque d'informations et de données sur le fléau qui mine en silence. Et les justifications sont qu'elles sont souvent tues par les victimes. Au Nigeria, par exemple, toujours selon le rapport précité, seuls 4% des violences sexuelles et 40% des actes de violence physique avaient été rapportés par les enfants fréquentant l'école primaire. Une autre justification, par peur de représailles de l'auteur, par peur de stigmatisation par ses camarades ou la société, ou par ses parents considérant que l'honneur de la famille a été souillé. Elles sont parfois couvertes par le corps enseignant ou l'administration scolaire qui, ayant découvert le forfait, craignent aussi que sa dénonciation jette le discrédit sur la profession. Et dans certains cas, les auteurs de violences sexuelles échappent à toute poursuite judiciaire, soit en raison parfois de la méconnaissance de la loi pénale, soit par la famille ou les victimes, ou soit par leur manque de volonté, le manque de volonté de la famille lié à la crainte des effets de publicité suite aux poursuites engagées et leur souci quant à l'honneur de la famille. On peut également citer comme justificatif la lenteur de la procédure judiciaire qui décourage souvent la famille et la victime, ou parfois, lorsque l'auteur du viol est connu par l'entourage, des accords peuvent avoir lieu pour éviter sa poursuite en justice. Et ces insuffisances dans l'information sur les violences sexuelles en milieu scolaire en Afrique masquent leur visibilité et entraînent un retard considérable dans la mise en œuvre de mécanismes et de structures d'observation adéquats. Le fait que ces obstacles, ces violences sexuelles soient difficilement identifiées entraîne une sous-évaluation, une sous-estimation des impacts des violences sexuelles sur les résultats et abandon scolaire des filles. Et même parfois, leur lien avec les abandons scolaires est souvent banalisé au profit des autres obstacles que nous allons évoquer un peu plus loin. Alors, en vue d'une lutte effective contre les violences sexuelles en milieu scolaire, des mesures juridiques accompagnant des politiques nationales spécifiques de lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire doivent être prises, conformément aux dispositions auxquelles nos États sont partis. Alors, pourquoi ? Les violences sexuelles en milieu scolaire revêtent une gravité particulière en ce que l'école est cette institution qui, dans la société, est chargée d'instruire les futurs citoyens aux valeurs morales chères à l'humanité et aux règles de conduite afin d'en faire des adultes responsables, de favoriser l'épanouissement et la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales, physiques, dans toute la mesure de leur potentialité. Alors, lorsque des actes de violence émanent de cette institution, il faut convenir que des mesures juridiques spécifiques doivent être adoptées. En termes d'actions concrètes sur le terrain, des structures spécifiques de veille et de prise en charge psychosanitaire des victimes des abus sexuels en milieu scolaire doivent être promues. Les médias, en tant que... oui. Certains auteurs attribuent aujourd'hui à la mixité une part de responsabilité dans ces violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire. Donc, il s'agit en fait d'une analyse critique aux failles de la mixité et non d'une incitation à y renoncer. À la suite de ces auteurs, il faut convenir que la mixité doit être aujourd'hui repensée. Une solution serait d'accompagner la mixité avec une véritable éducation sur le genre visant à contrer les images stéréotypes, les stéréotypes d'infériorité de la femme par rapport à l'homme massivement reçus par certaines normes sociales. Et les autres obstacles à l'éducation de la jeune fille, nous allons brièvement les citer, sont d'ordre socio-économique et politique. Citons les pesanteurs socioculturelles que sont principalement le mariage précoce, qui constitue une forme de violence à l'égard de la jeune fille, la valorisation quasi exclusive du rôle de reproduction de la femme. Apparaît aussi de nos jours des phénomènes de dépravation en milieu scolaire qui concourent parfois à l'échec de la jeune fille dès la 4e année de primaire. Une autre cause est la pauvreté,
qui est également un facteur important d'exclusion scolaire des filles. Il est aussi important de souligner un autre facteur d'ordre macroéconomique qui est l'insuffisance des budgets alloués par les États au secteur de l'éducation. Alors, en ce qui concerne les États africains doivent aujourd'hui non seulement lutter pour l'accès à l'éducation de la jeune fille, mais également promouvoir par des dispositions juridiques et des politiques nationales le maintien obligatoire de cette scolarité, la protection de la jeune fille des violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire, et menées par des campagnes de sensibilisation, excusez-moi. Mener des campagnes de sensibilisation sur la déscolarisation des filles et la dépravation en milieu scolaire. La scolarisation de la jeune fille en Afrique fait face à de nombreux obstacles, il est vrai, qui sont d'ordre socio-culturel et économique et politique. Et cette rétention de la jeune fille en dehors du système scolaire est là la première violence sociale capitale, souvent inconsciente, à infliger à la jeune fille. Les États africains ne peuvent atteindre une croissance économique pérenne en marginalisant la femme et la jeune fille. Elles sont l'actrice principale dans la lutte pour la réalisation des objectifs de développement durable par l'Afrique et leur accès à l'éducation, leur protection contre les violences sexuelles constitue la condition sine qua non dans la lutte contre la pauvreté. Cette pauvreté qui émerge de la maladie, de la violence, du terrorisme et de la déliquescence sociale. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Adizé Issa Ouasseni du Niger, et non pas du Canada. Je vous prie de m'excuser. C'est maintenant que nous allons entendre un exposé du Canada, Madame Melissa Mackay, dont je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup pour cet exposé qui va entrevoir la dimension juridique au travers des théories féministes. Merci et désolée, je n'ai pas préparé en français, donc ces paroles seraient en anglais. Donc si vous avez besoin d'une écriture, faites signe. Good evening. Thank you for coming to these final talks. It's been a long couple days and I think we've all learned quite a bit. Thanks to everyone who has presented so far. I hope this will be equally thought-provoking. My name is Melissa Mackay and I'm a lawyer. I have experience working at the Yugoslav Tribunal, the Cambodian Tribunal, as well as on gender equality rights in Rwanda, Nepal, and the Philippines. As you all know, the central question of this Congress revolves around the futures of victims of conflict-related sexual violence. To build a safe and egalitarian future for individuals of all genders, I believe we need systems that do more to unravel the patriarchy. The patriarchy impacts the way we frame sexual violence in laws, in a court, and in legal judgments. Historically, laws around sexual violence developed in a binary of man raping a helpless woman. This stereotype persists today in different forms, though I believe that international criminal law has made significantly greater progress much more rapidly than the majority of domestic systems, including that of my home country. Despite this progress, as rightly noted by Dr. Mukwege, Madame le Juge Tulkens, and earlier panelists, we continue to see problems in the way that sexual violence is applied in legal processes. Today, I'm going to be focusing on conflict-related sexual violence perpetrated against men and boys. I believe that in order to unravel patriarchal notions of gender, sexuality, and victimization, we must ensure that the variety of harms inflicted against individuals of all genders are made visible in international criminal processes. These processes are important in setting a normative framework of what the international community views as the most heinous of crimes, and they aim to give victims a sense of justice and closure. I will begin by providing a brief overview of the definition of rape developed within the ad hoc tribunals, and then move on to discuss last year's findings in Case 2-2 out of the Khmer Rouge Tribunal in Cambodia. The most progressive definition of rape was provided for by the Rwandan Tribunal in Akayasu, which states it as a physical invasion of a sexual nature under circumstances which are coercive.
The Akayasu Chamber also considered what amounts to coercion, noting that coercive circumstances need not be evidenced by show of physical force. Threats, intimidation, extortion, and other forms of duress, which prey on fear or desperation, may constitute coercion, and coercion may be inherent in certain circumstances. In Faringia, the Yugoslav tribunal narrowed the test for rape from that provided by the Rwandan tribunal, focusing specifically on penetration as an element of the actus reus of rape, as well as limiting the coercion element to force or threat to force against the victim or a third person. Subsequently, in Kunaric, the ICTY assessed the Faringia approach, holding that its definition of coercion was appropriate in that particular case, but insufficient to fully capture rape under international criminal law because a narrow focus on force could permit perpetrators to evade liability for sexual activity to which the other party has not consented by taking advantage of coercive circumstances without relying on physical force. The Kunaric Chamber suggests then that judges should take a contextual approach when analyzing the type of violence at issue. Further, the Kunaric Chamber found that the common denominator uniting the criminality of rape was a wider or more basic principle of penalizing violations of sexual autonomy, elaborating that sexual autonomy is violated wherever the person subjected to the act has not freely agreed to it or is otherwise not a voluntary participant. This reasoning is feminist, it's extremely progressive, and it's opened the door to establish non-consent by proving coercive circumstances. By proving coercive circumstances without having to introduce evidence of the victim's non-consent. In other words, there are situations in which consent cannot be freely given. This puts the law on sexual violence in greater alignment with other violent crimes, such as torture or murder. However, we still struggle to adequately address each of the specific types of sexual violence perpetrated in different conflicts, how it occurs, and why. Notably, there's been little progress in codifying the sexual violence perpetrated against men as being rape. There have been successful cases that have addressed this violence, particularly at the Yugoslav tribunal, though those cases have often characterized the violence as something other than rape, such as torture or other inhumane acts. The widely applied definition for the actus reus of rape requires sexual penetration of the anus or vagina by the perpetrator's penis or another object, or sexual penetration of the victim's mouth by the perpetrator's penis. This is a gender definition which does not take into account everyone who can rape and be raped, and further does not consider how an individual can rape, including non-penetrative rape or forcing a man to rape another person, a crime which was noted yesterday. Non-penetrative rape perpetrated against men could be and has been covered by the broader category of an other inhumane act. It has been covered by the broader category of an other inhumane act, but recent jurisprudence from the Khmer Rouge Tribunal demonstrates ongoing struggles to undo patriarchal assumptions in the type of sexual violence we criminalize. During the Khmer Rouge, the ruling party implemented a series of policies, which included the policy of forced marriage to increase the population. The people working under forced labor in the cooperatives were paired up, forced to marry, and at their marriage ceremonies were required to commit to producing children for the Communist Party of Kampuchea, Pol Pot's party that ruled the country at the time. After the marriage ceremonies, couples were monitored on the following night or nights, with guards checking whether they had consummated the marriage, and forcing couples who had not to have sex. Couples who did not have sex were threatened with torture or death. The court considered the question of consent and coercion, finding that the CPK required individuals to unconditionally follow the party line, and as such, the context was so coercive that consent to marry was not genuine. The chamber then found that consenting to consummating the marriage was not possible in an environment where the consent to marriage had not been freely granted. The court explicitly found that both men and women were forced to marry, that the monitoring at nights caused fear, and that it made victims feel as though they were obliged to have sex. However, in setting out the crime of rape, the court concluded that despite the coercive environment all genders existed in, men were not raped, as the definition of rape in 1975, which they stated as the penetration-focused definition I referred to above,
did not allow men to be victims of rape. The reference to 1975 isn't based in any reliance on the Cambodian Penal Code, which does comprise part of the crimes under the jurisdiction of the Khmer Rouge Tribunal. Rather, the Chamber's reasoning cites the jurisprudence of the other ad hoc tribunals, developed throughout the 90s and the early aughts, to reflect the sexual violence occurring within those particular conflicts, which is easily distinguished from a government policy of forced marriage and forced sex with the purpose of producing children. Under the Khmer Rouge, the entirety of the population, regardless of gender, was subjugated to the party's policies. Rather than taking a contextual approach to the situation at hand, the Chamber rejected the prosecution's argument to apply the more gender-neutral definition of rape espoused in Ikayasu, which would have encapsulated the non-penetrative, government-imposed rape of male victims. The policies in question force sex on everyone. That is rape. The tribunal also includes in its statute the broader term of sexual violence, which allows it to exercise jurisdiction over not only rape, but any other unenumerated serious sexual assaults of comparable gravity. After finding that the crime of rape was not applicable to male victims, the Chamber conducted an analysis of whether this policy constituted an other inhumane act of sexual violence as a crime against humanity, with the prosecutors arguing that forcing any person or couple to engage in sexual relations without their consent is clearly a crime of equal seriousness to other crimes against humanity. The Chamber heard testimony from men and women, including one transgender woman who at the time of the regime had not yet transitioned and was thus forced to marry and have sex with another woman. In this analysis, the Chamber stated that both men and women felt compelled to have sexual intercourse with their new spouse. It noted that sexual violence was not limited to physical invasion of the body, and that it could include acts that do not involve penetration or even physical contact. The Chamber restated that men could not refuse to consummate marriage, but then found that, and I quote, "In the absence of clear evidence concerning the level of seriousness of this kind of conduct and of its impact on males, the Chamber, while acknowledging that men were subjected to sexual violence that was contrary to human dignity, is unable to reach a finding on the seriousness of the mental and physical suffering suffered by these men, and does not consider that these incidents constitute the crime against humanity of other inhumane acts through sexual violence." This reasoning does away with the focus on coercion that other tribunals have developed. The Chamber established that men did not consent to marriage and did not consent to sex within that marriage due to the coercive environment. Individuals of all genders were subject to forced sex, the mechanics of which differ obviously based on your anatomy, but the violation of sexual autonomy was the same. Going back to the Coonrich decision, it's the violation of sexual autonomy that's at the heart of criminalizing rape and sexual violence. The Chamber's findings here contrast with the more progressive jurisprudence from the other ad hoc tribunals, which establish rape to be along the lines of other genderless crimes for which consent is not at issue so long as the actus reus is proven. By rejecting sexual violence committed against men as being a form of suffering comparable to other crimes against humanity, including the same policy of sexual violence committed against women, the Chamber's reasoning implicitly states that men are not harmed by sexual violence. This reinforces gender stereotypes by making the only possible form of rape to be heteronormative penetration. Further, ignoring male rape neglects men and reinforces the idea that women alone are the perpetual victims of sexual violence, which impacts our ability to see women as empowered. It upholds patriarchal ideas that sex harms women but makes men men. The finding stigmatizes men who have suffered sexual violence by reinforcing the supposed invulnerability of men, and this may also serve to contribute to the massive underreporting rate of sexual violence against men, which is a problem globally. I'm pleased to share that the prosecutors have filed an appeal on these findings, submitting that the trial chamber erred by not considering whether forcing someone to have sexual intercourse constituted a serious attack on human dignity, and further erred by finding that forcing men to have sexual intercourse did not cause serious physical or mental suffering. This appeal will be heard in 2020. Though the trial judgment itself is disappointing,
It's important to recognize the efforts made by the lawyers in the Victim Support Unit, who raised the issue of male rape and facilitated testimony from men, women, and one transgender woman, which is the only instance I'm aware of in international criminal law where a trans person has testified. Further, the efforts of the prosecutors in pushing this argument forward at trial and their continued commitment to submit arguments on these points should be lauded. There are also takeaway points for better ensuring effective international criminal trials that make visible the diverse and specific types of sexual violence in a given conflict and case. First, strong victim support units with local expertise who seek out opportunities to engage with individuals of all genders. This can better assist survivors in feeling comfortable raising the type of harm they suffered during the investigation stage and prior to charges being laid. Second, diversity at all levels of the legal processes, which blends local and international expertise. In investigative teams, in offices of prosecutors, in victim support units, and in the judiciary. This can assist in recognizing what is not being said in an interview, allowing for better follow-up questions, and it helps create greater ideas for feminist arguments, which I believe require room for diverse viewpoints. Third, this really highlights the importance of locally placed tribunals. The more local we can make these processes, I believe the more likely we are to see prosecutorial argumentation that reflects the actual harm that was inflicted, and thus better contribute to healing survivors as well as rebuilding societies in a more egalitarian fashion. This also builds on ideas mentioned earlier in the Congress. Locally placed tribunals allow victims to stay within their support system while going through the process of testifying, and the power of groups sharing these experiences may encourage additional witnesses to come forward. Additionally, I believe that collaboration with local gender experts as soon as a country is deemed at risk of conflict can create legal systems that more effectively investigate and recognize evidence of sexual violence, thereby building legal arguments that are more relevant to the local context. To have judgments that truly capture the harm that was inflicted, evidence of the various ways sexual violence is carried out need to be presented when an individual is charged, so that it can be referred to throughout the trial, and the way that the patriarchy has been exploited can be referred to in sentencing as an aggravating factor. When specific types of sexual violence go unpunished, they remain invisible. To allow societies to heal post-conflict in a way that allows all genders to feel whole, we need to formally acknowledge the different way harms is experienced. To conclude, conflict-related sexual violence is an extremely complex and context-specific crime, which requires a holistic analysis of the situation on the ground, including the patriarchal structures that predate a conflict. All cases of sexual violence are underdocumented and under-included in cases brought before international jurisdictions. Though we have begun to see improvements at the ICC since the adoption of the policy paper on these crimes, and through the work of organizations such as Justice Rapid Response, which specifically trains investigators to gather evidence on conflict-related sexual violence. We need to continue with such initiatives, and it's vital that investigators be open to the fact that sexual violence may have been committed against and by all genders. Further, we need to understand that patriarchal structures underlie all forms of sexual violence against all genders, so effective prosecution requires of an understanding of the way in which these structures present within each conflict and society, from the initial investigation through the development of prosecutorial argumentation, from an indictment through sentencing. Thank you very much to the translators for trying to keep up with me. I hope this all made sense. Merci Madame Mackay, merci pour la traduction. Alors j'appelle maintenant Madame Megan Smith qui nous vient des Royaumes-Unis, donc à qui on demandera également de parler lentement pour permettre une bonne traduction. Merci beaucoup. Merci. Hello, my name is Megan Smith, and apologies for not presenting in French, but it would be more painful for you to have to listen to me try, I promise. I am here on behalf of the law firm Hogan Lovells. We have been working over the past year or so with a charity called Redress to look at ways of financing reparations for victims of sexual violence in conflict.
Now, at this stage, I'd like to obviously recognise the incredible work of Dr. Mukwege and Nadia Murad, which led to the launch of the Global Survivors Fund last month. This is an incredible step forward in ensuring that victims of sexual violence in conflict have the access to reparations that they are entitled to. Our proposal aims to add to that and to explore additional methods of financing reparations. By way of very brief background, Hogan Lovells is an international law firm with a dedicated pro bono practice. Now, through this work, we've worked with a charity called Lotus Flower, led by Tabon Shuresh, a survivor of genocide. Now, through this charity, we were put in contact with 5 Yazidi survivors of sexual violence. They were captured and enslaved and suffered horrendous sexual violence at the hands of an Australian national. Once we found out that the perpetrator was Australian, we looked at ways to find compensation. So we applied for compensation through the Australian Fund for Victims of Violent Crime. It may not be a surprise to you that those claims were rejected on the basis that they fell outside the jurisdiction of the scheme. This was because the women were not Australian citizens and because the offences, occurred outside of Australia. We appealed this to the First Instance Tribunal. That was rejected, and we are now considering appealing to the Court of Appeal in New South Wales. Now, we think this case highlights the failings of the national and international frameworks to ensure reparations for victims of sexual violence in conflict and in terror situations like these Yazidi women. And I'd just very quickly like to show you this quote by Agnes Callamard, who is the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions in response to the refusal of our appeal. I'd just like to read out the first 2 sentences. For the thousands of Yazidi women enslaved by ISIL members and their families, including so-called foreign fighters, subjected to the worst possible forms of sexual violence, there has been no victory, no peace, no justice, no reparations, just largely official indifference to their plight and cold-hearted judicial decisions, rejecting jurisdiction and denying them remedies. So it was this that made us have a look into different forms of potential financing. So what is our proposal? We believe that reparations for victims of sexual violence in conflict could also be financed by using 3 potential sources of funding. 1 is financial penalties imposed for breaches of finance or sanctions regimes, which relate to a conflict in which sexual violence was prevalent, or in relation to an actor for their use of sexual violence. The second potential source of financing could be financial penalties imposed for breaches of counter-terrorist financing regimes. And thirdly, and this is a more tentative proposal, which I will explain, potentially repurposing frozen assets and the interest accrued on them. So within the time constraints, I'm going to try and go through these 3 sources, focusing primarily on the first. As I'm sure everyone is aware, sanctions regimes are imposed through multilateral processes at UN, regional and national levels. They set out the measures to be imposed, such as asset freezes or restrictions to funds, and the criteria upon which actors may be designated as subject to those sanctions. There are, at UN and EU level, a number of sanctions regimes which relate to actors involved in conflict and in terrorism. Now, the enforcement of those regimes occur at national level. And national authorities have potentially wide-ranging powers to impose potentially significant fines on those who breach sanctions regimes. To give you just a quick overview, and it ranges from jurisdiction to jurisdiction. So in the UK, the maximum penalty is £1 million, ranging up to 4 million in Germany and 10 million in the Netherlands. In the US, the fines are even larger. So in 2017, the US imposed around $120 million worth of fines for breaches of financial and trade sanctions. Now, if we want to use some of those financial penalties to compensate victims of sexual violence in conflict, we need 2 things to happen.
One is for sexual violence to be included as a designation criteria in sanctions regimes. So, for individuals to be designated as subject to sanctions for their use of sexual violence. The UN already has a handful of resolutions which include this. So, for example, those relating to South Sudan, Libya, Mali, the DRC. It's also stated in a number of resolutions recently in April this year that it intends to consider including sexual violence as a designation criterion in regimes relating to conflict and terrorism. As part of our proposal, we urge the UN to actually act on those statements and to ensure that sexual violence is systematically considered and included where appropriate in sanctions regimes. We think this would provide the basis to use financial penalties imposed for those sanctions being breached to then compensate victims of sexual violence. It's also worth mentioning very briefly that the European Parliament passed a resolution in March this year. Sorry, I'm going too fast. In March this year, and it urged the consideration of a human rights sanctions regime. So a regime that could allow sanctions to be imposed specifically for human rights violations. This is for consideration at the Council of Europe level right now, and we think this is an absolute crucial opportunity to have sexual violence included as a criteria in an international sanctions regime. The second thing that we need is enforcement at national level. It's all very well and good having sanctions imposed on those for their use of sexual violence if those sanctions regimes aren't enforced. There's one last thing here to note, is that we are not inventing something new here. It's been done before. So in the US, there is a compensation fund for victims of state-sponsored terrorism. And the legislation that created this fund provides that criminal and civil penalties imposed for breaches of sanctions should be paid into that fund and used to compensate victims. In 2015, BNP Paribas was fined $8.9 billion for breaches of sanctions regimes relating to Iran, Cuba, and Sudan. 3.8 billion of that was paid into the compensation fund and used to compensate victims of human rights violations. In other words, it has been done and it can be done. The second potential source of financing is for breaches of counter-terrorism financing legislation. We're talking here about the legislation that makes entities such as banks, but other corporations, it requires them to detect and prevent and report potential financing of terrorist offences. When we're talking about terrorist offences, we're operating on a basis that this includes sexual violence. There is no agreed definition of terrorist offences at international level, but the UN has agreed that sexual violence is a tactic of terrorism, something that we've seen in our case relating to the Yazidi women. The UN has also said that victims of terrorism that suffer sexual violence should be classed as victims of terrorism to enable them to access the same level of support and redress. Now, as with violations of sanctions regimes, national authorities have the power to impose huge fines, fines that just go straight back into central government funds. For example, in June last year, Banque Postale was fined €50 million for failures to prevent cash transfers to and from those suspected of terrorist activities. Now, the third potential source of financing, and which I said is slightly more tentative, is using frozen assets and the interests accrued on them. Unlike the other two potential sources of financing, these present admittedly legal challenges. As I'm sure you know, regimes that allow assets to become frozen don't necessarily allow them to be confiscated. So just because an asset is frozen doesn't mean you can repurpose it.
it's still the property of the person subject to the sanction. So any attempt to repurpose that right engages the property rights, which, at least under the European Convention, are also human rights. This is something that we're considering further, but I'd just like to highlight the fact that there are examples of assets being repurposed to provide redress. One example is in Switzerland. So under the Foreign Illicit Assets Act, where a foreign national who is suspected or proven to be corrupt deposits their assets in the Swiss jurisdiction, the Swiss government can freeze it, and they can get a court order to confiscate it, repurpose, and send it back to the country of origin with the aim of providing redress to the civil population. Another is a proposed bill in Canada, proposed by Senator Ratna Omidvar. Now, this proposes to use frozen assets deposited in Canada to compensate victims of human rights violations. So under the draft bill, a court could grant an order allowing assets to be repurposed if it could be convinced on the balance of probabilities that they belong to a foreign national who committed or was complicit in gross human rights violations, enforceable displacement of people, or corruption. Those assets can then be distributed to those who suffered from their actions or to support neighbouring countries who have had an influx of forcibly displaced persons. All of this is to say that there are fantastic examples of innovative approaches of using frozen assets to compensate and benefit victims of human rights violations who have traditionally and still been unable to access reparations. In other words, as I've said, it has been done and it can be done. It just needs some innovative thinking and some political will. That was a very quick tour through my proposal, and I'm conscious of time. All I'd like to say is that I have brought pretty much my entire suitcase is full of prints of our policy proposal. So we would welcome you to please take them from me if you'd like to read it, and we'd welcome all thoughts and discussion. Thanks very much. Bien, merci beaucoup pour ces excellents exposés qui ont permis d'envisager d'une part l'identification, d'autre part la prévention, mais également des pistes en termes de réparation. Donc, je pense qu'on a quelques minutes pour quelques questions avant que l'Assemblée ne se retrouve. Donc, est-ce qu'il y a un micro peut-être que les orateurs peuvent venir ici pour répondre aux questions, les oratrices. Bonjour, alors moi j'ai une question qui m'interpelle. On parle de réparation vis-à-vis des femmes victimes de viols et notamment en zone de guerre. Et vous avez, enfin ce que j'ai pu comprendre, évoqué la réparation surtout financière. Et je me posais la question de savoir s'il y a déjà eu des études de fait sur ce que souhaitaient réellement les femmes victimes de ces violences. Et si vous pensez réellement qu'une compensation pécuniaire pouvait améliorer leur vie après un viol. Parce que moi, j'en suis pas convaincue, personnellement. Is this turned on? Yeah. So we in no way propose that direct... Sorry, let you get your earphones on. We are in no way proposing that direct financial compensation for victims is sufficient to repair the harm done, is the answer. This has come from our perspective of working with 5 Yazidi women who are now refugees in Germany. It is extremely difficult in a lot of countries for victims of sexual violence to access or be provided with their basic needs. They are entirely reliant on charitable support, which is coming under further and further pressure. This is a sort of thing that we're hoping, that kind of context that we're hoping to alleviate, that immediate pressure on victims, especially who flee from conflict situations,
but in no way suggest that that is sufficient. We recognise it's part of a more holistic approach. One thing as well is that from speaking to the women that we work with, a lot of it comes from they want recognition. The compensation that we've applied for in Australia is nominal. It's 5,000 Australian dollars at most, which, considering what they've suffered, is in no way reflective of the human rights violations. But it's about, and I'm not saying this is the case for all victims, but it's about just some recognition that they have been harmed. And I think that's one of the driving forces behind this. I hope that answers your question. Thanks. Merci. Ma question va à Madame Soupio. Vous n'avez pas eu le temps, Madame, de parler de la recevabilité d'une trace ADN en justice et des conditions de cette recevabilité. Je pense à l'aspect du consentement éclairé de la victime. Je pense aussi à certaines législations nationales qui exigent à la fois un accord de la victime, mais aussi un accord de l'agresseur pour prendre l'ADN, ce qui évidemment n'est pas tout à fait facile. Alors ma question, elle va au-delà. À partir du moment où on aurait des juridictions nationales qui seraient extrêmement restrictives dans l'utilisation des traces ADN, a-t-on la possibilité, parce que je ne suis pas du tout juriste, de se référer à une sorte, je ne sais pas, d'injonction internationale de le faire? Où en est-on dans ces cas-là? Parce que je sais qu'en RDC, on a des difficultés de ce côté-là. Alors, sur le plan international, pour l'utilisation et la production de la preuve ADN, il n'y a, à ma connaissance, pas de disposition spécifique. Mais de la même manière que dans les dispositions nationales, sur la production devant le juge, vous n'avez pas de disposition spécifique pour la génétique. Elles sont soumises aux règles générales de production de preuves, qui sont différentes d'un pays à l'autre. Ce dont vous parlez, c'est les règles de collecte, et en particulier de collecte sur l'auteur, pour pouvoir faire la confrontation. Là, il est vrai que dans la plupart des pays, le principe, c'est qu'il faut consentir au prélèvement de la part de l'auteur. Mais, et c'est un gros mais, vous avez un certain nombre de législations qui prévoient quand même pour les crimes les plus graves la possibilité de prélever, y compris de force, ce qui est prévu notamment en Allemagne, et il y a une disposition en France qui fait que théoriquement ça devrait être possible, qui sont des dispositions qui, si elles étaient appliquées, seraient en contradiction directe avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui ne le sont pas. Parce qu'en réalité, les policiers n'en ont pas besoin, la plupart du temps. Ils n'en ont pas besoin pour deux raisons. La première, c'est que l'ADN, c'est un élément très volatile. Et que vous pouvez tout à fait collecter un élément d'ADN qui se serait détaché spontanément du corps de l'auteur. Un cheveu, par exemple. Vous pouvez aussi, alors il y a des hypothèses où on admet donc la violence physique sous la contrainte sous une certaine limite. Et par exemple, arracher un cheveu à l'auteur, juste un, ce ne sera pas trop, les juges l'admettront. Dans d'autres législations, ce ne sera pas le cas. Mais il y a aussi beaucoup de législations qui prévoient des sanctions pénales si vous refusez d'être prélevé. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place dans les législations pour en réalité rendre l'accès à l'ADN très fort. Et vous le retrouvez tant au niveau pénal qu'au niveau civil. En matière d'établissement de la filiation, si vous refusez, vous serez présumé être le père, par exemple. Ou si vous refusez alors que vous êtes considéré comme le père, on vous retirera la paternité. Donc, voilà, tout ça pour dire... Voilà. Merci beaucoup pour vos présentations et pour ces réponses aux questions. Et maintenant, nous allons passer à la phase de conclusion. Merci pour votre attention. Je crois que toutes les